Bienvenue aux rencontres citoyennes d'Evaleco, nouvelle série d'émissions. Nous remercions Agora Côte d'Azur pour nous accueillir. Les rencontres citoyennes d'Evaleco qui vous seront présentées ce soir par Philippe Gemla et Geneviève Fontaine de l'association Evaleco. Nous allons cette année proposer pour ces rencontres citoyennes un cycle consacré à l'Europe et plus particulièrement à l'Europe des citoyens. Pourquoi ? Alors en fait, on est en 2013 dans l'année européenne des citoyens. L'Union européenne a tout un programme effectivement pour sensibiliser, informer sur la participation citoyenne en Europe. Et cette année européenne des citoyens débouchera en mai 2014 sur des élections européennes pour le Parlement européen. Et donc c'est dans ce cadre-là que le ministère des Affaires étrangères national, donc en France, mais aussi la région PACA, ont lancé un appel à projet auquel Evaleco a répondu pour sensibiliser, parler d'Europe, mais parler pas d'Europe lointaine, parler de l'Europe au quotidien, l'Europe dans la vie des citoyens. Donc c'est cette idée de citoyenneté européenne. Pourquoi une telle initiative ? Il y a un déficit, on a une mauvaise image. Quelle est la raison ? On viendra ensuite au détail du café débat, mais quelle raison générale ? Alors la raison générale, c'est une abstention relativement forte aux élections européennes, qui n'est pas spécifique à la France, qui est aussi présente dans les nouveaux pays les plus récemment entrés dans l'Union européenne. C'est une impression générale. L'Europe est assez attentive à l'impression générale des citoyens. Il y a plein d'espaces, on en reparlera, de participation citoyenne et de collecte de la parole des citoyens. Et donc les instances européennes sont parfaitement conscientes qu'il y a un écart entre les outils qui sont disponibles, la participation réelle, l'intérêt des gens, et puis la connaissance sur l'Europe et donc la volonté de créer par un drapeau, par un hymne, par tout ça un sentiment d'appartenance à l'Europe. Faudra définir aussi ce que c'est que l'Europe. On va y venir puisque s'il y a une telle initiative, c'est bien que tout ça ne fonctionne pas forcément exactement comme ça devrait, et que donc il y a à approfondir le pourquoi. Un format un peu particulier pour cette émission, puisque l'intérêt ce serait aussi que les auditeurs puissent, s'ils le souhaitent, poser des questions. Vous avez donc la possibilité d'appeler la radio Agora Côte d'Azur au 04 93 36 90 92. Je répète rapidement, 04 93 36 90 92 si vous souhaitez intervenir en cours d'émission, poser des questions auxquelles on tentera très modestement de répondre. Je souhaite préciser aussi que nous avons un partenaire pour ce cycle de rencontres citoyennes sur l'Europe, c'est Europe Direct, qui est porté par l'association Le Foyer Cépage. Le Foyer Cépage à Puget-Théniers et animé par Nathalie Grilly, qui Europe Direct, qui est un dispositif européen qui permet d'apporter de l'information et de l'accompagnement autour des différents dispositifs de tout type que l'Europe met à disposition. Donc voilà, Europe Direct en partenariat avec l'association Evaleco et Agora Côte d'Azur. Pourquoi est-ce qu'Evaleco porte cette initiative ? Est-ce qu'il y a un lien avec les activités de l'association habituelles ? Oui, alors le lien, il est sur le fait que tout ce qu'on développe aussi a pour partie le pouvoir d'agir, cherche à permettre aux personnes de se réapproprier les savoirs, de s'approprier les savoirs pour gagner en légitimité, en sentiment de légitimité, à participer et à pouvoir agir. Donc c'est pour ça qu'Evaleco propose ce cycle. L'idée, c'est de réfléchir ensemble aux perspectives de l'Union européenne, de découvrir la place de l'Union européenne dans notre quotidien, découvrir aussi comment l'Union européenne s'est construite historiquement pour comprendre comment sa structure actuelle, quels sont le rôle des institutions, comment s'est construite la monnaie unique par exemple et pourquoi elle ressemble à ce qu'elle ressemble. C'est aussi découvrir le fonctionnement donc des institutions, mais c'est aussi pouvoir se projeter par rapport aux élections européennes, avoir le pouvoir en tant que citoyen de connaître le fonctionnement, de savoir les différents thématiques qui sont portées par l'Europe, comment ça fonctionne, et donc pour pouvoir voter au moment des élections européennes en toute connaissance de cause et en ayant une conscience citoyenne. Voilà, il y aura donc tout un cycle pour ces rencontres citoyennes autour de l'Europe, avec les outils habituels de l'éducation populaire qu'Evaleco
co-utilisent. Oui, donc on va proposer des cafés-débats, des apéro-lectures. Donc on alterne un café-débat, un apéro-lecture. On va proposer aussi un café-action où là l'objectif, ça sera vraiment de passer à l'action et de découvrir les outils de participation proposés par l'Union européenne. Donc de découvrir, de répondre aux sollicitations de l'Union européenne, de découvrir l'initiative citoyenne, par exemple européenne, qui permet de collecter des signatures pour poser une question, pour qu'une question soit obligatoirement évoquée au Parlement européen. Donc et puis il y aura un colloque sur l'Europe en général, la place de l'Europe dans notre quotidien, qui sera le samedi 12 avril à Montsartou, et on finira ce cycle par des ateliers d'écriture où l'objectif ça sera d'écrire ensemble sur la citoyenneté européenne. Qu'est-ce que c'est pour nous à la fin de ce cycle? Qu'est-ce que c'est que pour les participants la citoyenneté européenne? Qu'est-ce que ça devrait être ou qu'est-ce que c'est, on ne sait pas sur quoi on va déboucher. Oui, tous les avis et toutes les idées sont les bienvenus. Le but est de créer du débat, de faire que les idées puissent s'exprimer, se confronter et que tout ça fasse de l'intelligence collective. En même temps, en apportant de l'information, parce que ce qu'on a constaté au travers du premier café débat qu'on a fait le 17 octobre dernier, c'est que il y a quand même un énorme déficit d'information et de connaissances sur ce que c'est que l'Europe, que l'Union européenne. Et que donc c'est en comprenant mieux et en sachant mieux ce que c'est qu'on peut se faire un avis qui n'est pas juste un avis partisan. Simplement une opinion. Voilà. Que ce soit pas simplement une opinion, mais des idées construites. Des idées construites. Venons-en donc à ce café débat. L'intitulé c'était La place de l'Union européenne dans notre quotidien. Et là, on a eu quand même quelques surprises. Oui, on a eu des surprises. Alors, on est parti souvent comme ça dans les cafés débats des Valéco. On est parti de questionnements pour que les personnes puissent exprimer leur vision des choses a priori, leur prénotion sur le sujet. On a posé 3 questions et on a comparé les réponses des personnes qui étaient présentes dans la salle. Donc, il y avait une 23 personnes, voilà, une vingtaine. On a comparé les réponses des personnes avec un micro-trottoir qui avait été fait à Lyon il y a quelques mois sur ces mêmes questions et c'était très surprenant de voir que les mêmes réponses ressortaient de toute façon. Oui, on va rappeler peut-être rapidement les 3 questions qui ont servi de fil rouge de ce café débat. Et donc si vous voulez réagir, je vous rappelle que vous pouvez appeler Agora Côte d'Azur pour réagir à ces 3 questions vous aussi en direct. Voilà, c'est le 04 93 36 90 92. Voilà, alors première question, c'est qu'on a posé, donc c'est qu'est-ce que l'Europe pour vous? Donc ça a amené beaucoup d'expressions, effectivement, de choses déjà qui sont et donc on s'est aperçu, on va pouvoir parler un petit peu des réponses, mais on s'est surtout aperçu qu'il y avait une méconnaissance d'abord qu'est-ce qu'on appelait l'Europe, quoi, et qu'il fallait qu'on revienne là, qu'est-ce que chacun d'entre nous, quand on répondait à cette question, on voyait qu'est-ce qu'on appelait l'Europe, parce qu'il y a une confusion dans nos têtes entre l'Union européenne, l'Europe géographique, la zone euro, l'espace Schengen, enfin tout ça c'est un peu pareil. On a remarqué aussi que cette représentation de l'Europe était très liée à l'âge. En fonction en fait, plus on est âgé et plus on a suivi cette construction et plus la représentation est complète, on va dire, et plus on est jeune en fait et plus c'est parcellaire. Oui, plus c'est parcellaire. Moi, je dirais aussi que plus les personnes sont âgées, plus c'est une construction mentale pour elles l'Europe, alors que chez les plus jeunes, c'est plus quelque chose de vivant qu'ils vivent, parce que on en a parlé pendant ce café débat. C'est vrai que aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui en ont entendu parler pendant toute leur scolarité. Il y a des choses quand même qui pour eux ça fait partie de leur histoire, de l'histoire qu'ils apprennent, alors que pour les plus âgés, ça fait partie de la vie qu'ils vivent. Voilà, c'est ça. Voilà, mais donc c'est plus une construction mentale de la part des plus âgés, mais il y a une méconnaissance qui est partagée, et puis des réponses qui sont sur qu'est-ce que l'Europe, des choses très positives, que c'est un espace de partage, que c'est l'objet initial de l'Europe. On va revenir peut-être dans la deuxième partie sur le détail de ce qui s'est exprimé. Tu nous disais 3 questions. Donc la première, qu'est-ce que l'Europe pour vous? La seconde? La deuxième, c'est vous sentez-vous citoyen ou citoyenne européenne ou européen?
D'accord. Là, pas de surprise. Pas de surprise, une majorité, très large majorité de non. On se sent citoyen français avant tout. On se sent ensuite beaucoup, pour certains, citoyens du monde. Oui. Mais pas forcément citoyen européen. Ça n'a même pas pour certaines personnes qui étaient présentes au Café Débat de sens de se poser la question. Ils ne s'étaient jamais posé la question, et ça nous a amené à commencer à évoquer la question de qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, parce que pour pouvoir débattre et poser ce qu'on appelle une citoyenneté européenne, il faut aussi définir ce que c'est que la citoyenneté tout court. Et ça sera un des chantiers de ce cycle, parce que c'est quand même, et c'est là que ça rejoint les objectifs des Valéco, l'objet des Valéco. C'est effectivement de réfléchir et d'amener une participation qui soit aussi une participation citoyenne, qu'elle soit sur le développement durable ou sur l'Europe. Est-ce que ces réponses différaient de celles qui avaient été recueillies à Lyon il y a quelques mois, donc la vidéo Alors dans l'ensemble non, dans l'ensemble non. Plus de jeunes qui se sentent citoyens européens spontanément, mais aussi par le fait qu'ils sont très sensibilisés au fait qu'il y a les programmes Erasmus par exemple. Donc qu'ils ont l'habitude qu'ils savent qu'ils peuvent partir faire des études partout en Europe. Donc plus les jeunes répondaient qu'ils se sentaient citoyens européens. Et la troisième question ? La troisième question, c'était concrètement, que fait l'Europe pour vous ? Donc dans votre vie quotidienne, concrètement, que fait l'Europe pour vous ? Et là, on s'est rendu compte qu'on avait une image de l'Europe très générale sur les grandes questions. Ouais, très éloignée en fait. Les personnes sont capables de dire ce que fait l'Europe, mais sur de grandes questions, sur l'environnement, sur l'économie bien sûr, avec des visions positives, négatives. Là, après, c'est du débat. Sur les conditions de travail, donc tout ce qui va être service public aussi, ça, bien sûr. Voilà, donc les grandes questions, l'Europe, c'est quelque chose qui met à bas les services publics, etc. Mais qu'il y a pas il y a peu de connaissances de où intervient l'Europe dans le quotidien et comment elle intervient déjà aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et quelle articulation entre ce que l'Europe propose et la façon dont les choses sont mises en place. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, les rencontres citoyennes des Valéco. Continuons cette conversation, Geneviève, si tu veux bien, en revenant sur la première question donc qui a été mise au débat lors du précédent Café Débat. Qu'est-ce que l'Europe pour vous ? Alors les réponses là, effectivement des réponses positives, un espace de partage, l'idée quand même de base de la construction européenne, c'est-à-dire une belle idée qui nous apporte la paix, en revenant sur l'idée que effectivement ça fait quand même plusieurs décennies que l'Europe est en paix sur son territoire, bien sûr, donc à toujours à nuancer, et que c'est un des apports de l'Europe. L'idée que c'est une bonne chose pour l'environnement, qu'il y a des avancées pour l'environnement. Là, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent, le rôle de l'Europe sur l'environnement. Par contre, est bien connu. Ouais. Alors pas dans les détails des mesures qui sont faites, mais par contre cette image positive, oui, l'Europe, elle fait des choses pour l'environnement. L'idée que c'est une grande famille et que comme dans toutes les familles, ça apporte la sécurité. Effectivement, mais d'un autre côté, comme dans toutes les familles, des fois on s'engueule. Voilà. Donc ça a été apporté. Mais bon, il y a quand même beaucoup de réponses sur c'est un truc, c'est un machin, c'est complexe, c'est hétérogène. Il y a eu quand même en plus d'expressions négatives, d'insatisfaction. Pas négatif, je dirais, on sait pas très bien, quoi. Si on nous demande qu'est-ce que c'est que l'Europe, on sait pas bien, on sait pas le définir vraiment. Alors après, on va le définir par la négative. Il y a pas assez de social, il y a pas vraiment d'union politique, ce n'est que de l'économique. Donc on définit par la négative, par la négative, par ce que ce n'est pas ou ce que ce n'est pas assez. Une perception d'un manque de démocratie aussi qui est revenu beaucoup. Alors, un manque de démocratie, non. Moi, je dirais une prégnance des lobbies. Et cette impression que l'Europe fonctionne sous l'influence des lobbies, mais un manque de démocratie, pas vraiment, puisqu'en même temps les gens ne se sentent pas citoyens européens. Donc c'est aussi la question de réclamer la démocratie, c'est quand on a un sentiment de citoyenneté aussi. Donc là, peut-être que si on se sent pas citoyen, c'est aussi. Alors ça peut faire cercle, ça peut faire bien sûr un enchaînement, mais c'est ce qui s'est exprimé, c'est surtout l'influence des lobbies, ça s'est revenu très 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 fort, et le fait qu'on se sent
petit, qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et que c'est loin, quoi. Voilà, pas de prise dessus. Alors ça nous a donné l'occasion. Ce qui rentre tout à fait dans ce que Evaleco cherche à faire, justement. C'est permettre aux personnes de reprendre, de se réapproprier les savoirs et pour de avoir se sentir légitime. Bien sûr, et légitime de participer. Alors ça a été l'occasion quand même de revenir sur qu'est-ce que l'Europe, quoi, parce qu'aujourd'hui quand on dit Europe, chacun a une image différente dans la tête. Il y a une Europe géographique, voilà, et puis il y a aussi plusieurs espaces européens. L'Union européenne a 28 pays. Tel qu'on l'a défini, voilà, l'Union européenne. Ce n'est pas la même liste de pays que l'espace Schengen. Dans l'espace Schengen où les hommes peuvent librement circuler, il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, et inversement, certains pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen. On va y revenir un petit peu plus en détail dans la deuxième partie. Les rencontres citoyennes d'Evaleco, deuxième partie, bienvenue. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions par téléphone au 04 93 36 90 92 sur l'Europe des citoyens. La place de l'Europe dans votre quotidien et dans notre quotidien. Voilà, un partenariat Evaleco et l'association CEPAGE qui porte le dispositif Europe Direct à Puget-Théniers. Revenons rapidement, si tu veux bien, Geneviève, parce que ce sera aussi un des fils rouges tout au long des émissions, sur ces différentes Europes. Oui, donc c'est vrai qu'il y a, on parle toujours de l'Union européenne, mais en même temps on amalgame. Il y a la zone euro, donc cette zone qu'on partage où on partage une monnaie unique. Mais la zone euro, c'est pas tous les pays de l'Union européenne. Certains dans cette Union européenne aussi, on nous parle aussi beaucoup de la mobilité, surtout en ce moment avec l'actualité sur l'immigration. On nous parle énormément de mobilité. Or l'espace Schengen ne rejoint pas. Ce n'est pas les mêmes pays. Il y a des pays de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen, il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne qui sont aussi dans l'espace Schengen. Les pays d'Europe du Nord, voilà, bien sûr. Donc il y a zone euro, Union européenne, marché commun, c'est encore des espaces différents et espaces de coopération économique qui est encore plus large autour de l'Europe. Et puis suite à la crise financière, on a mis en place des mécanismes de coopération économique et qui regroupent cette fois encore des pays qui sont différents, dont certains sont extérieurs à l'Union européenne, à la zone euro. Voilà. Donc c'est vraiment un puzzle qui est multiforme et je crois que ça participe aussi au manque de lisibilité pour les citoyens de pas arriver à bien identifier. Oui, c'est une des remarques sur un des post-it complexes, très hétérogène, ce qui donne un puzzle peu harmonieux. Voilà. Oui. Textuellement, ce qui avait été écrit. Et effectivement, ce qui là aussi va dans le sens d'une mauvaise représentation de la citoyenneté européenne et aussi de l'impression que j'en ai de la difficulté à prendre des décisions. Alors la difficulté à prendre des décisions, mais surtout on a l'impression que l'Europe intervient sur beaucoup de choses sans savoir très bien quoi et sur quoi précisément, mais qu'elle est omniprésente, omnipotente sur plein de choses, et en même temps ne pas avoir une idée claire de qui fait quoi, quels sont les espaces qui décident de quoi, ça n'aide pas à pouvoir se positionner en tant que citoyen. Je te propose que l'on revienne après l'apéro-lecture qui aura lieu au mois de novembre, où on lira des extraits des textes fondateurs, de revenir à partir de là sur cette construction et sur ces différentes Europes un peu plus en détail. Oui, puis au travers du troisième café débat aussi, parce que mettre l'Europe en perspective nécessite de revenir sur sa construction historique. On peut pas projeter des choses si on connaît pas les bases, quoi, si on connaît pas d'où on part. C'est juste. La seconde question, c'était vous sentez-vous citoyen ou citoyenne européenne? On a dit en ouverture d'émission que à 90% majoritairement la réponse était non. Non. Mais il y avait des explications quand même qui étaient données, c'est ça qui est intéressant, avec l'idée par exemple que je me sens pas citoyen européen ou citoyenne européenne parce que j'ai pas baigné dans l'histoire européenne depuis que je suis tout petit. On en a parlé un petit peu en début d'émission. Oui, avec ça c'est oui.
C'est cette idée. C'est pas l'histoire que j'ai appris à l'école, donc ça a pas fondé. C'est pas un élément fondateur de ma culture. Si on veut caricaturer un petit peu, on se sent français parce qu'à l'école on a appris que on avait tous des ancêtres qui étaient les Gaulois. Même si on sait que c'est pas forcément vrai. Et voilà. Et on n'a pas appris. Enfin, alors les nouvelles générations, oui, apprennent effectivement que qu'il y a une Europe et comment elle fonctionne, etc. Mais voilà. Donc il y avait cette idée-là. Il y avait une idée positive quand même. Quelqu'un qui se sent citoyen européen. Oui, quand je suis à l'étranger. Enfin, quand je suis sur un autre continent. Donc le fait que quand on n'est plus sur ces repères, on peut effectivement à ce moment-là s'identifier à un espace, à un tout qui est l'Europe, en point de référence par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique. Mais ça renvoie en même temps à une autre réponse négative concernant justement la culture. Être citoyen européen, c'est se reconnaître une identité et je ne me sens pas une identité commune. Oui. Oui, de toute façon, on a beaucoup parlé aussi d'identité, on a parlé d'intégration, parce que ça renvoie à ça, hein, des questions. Est-ce que c'est la citoyenneté qui entraîne l'intégration, ou est-ce que c'est l'intégration qui entraîne le sentiment de citoyenneté? C'est quelque chose qui est important pour pouvoir discuter de est-ce qu'on se sent, pourquoi on se sent pas, pour l'instant, majoritairement citoyen européen. Sont exprimées aussi la question des langues. Ah oui, on a beaucoup parlé des langues, effectivement, de la diversité culturelle, de la diversité linguistique, la langue étant structure, enfin participant à la structure mentale, participer à la structure de la pensée, participe à la structure des relations sociales aussi, par la grammaire, etc. Et donc effectivement, la distance entre les langues et surtout c'est exprimer l'envie qu'il n'y ait pas uniformisation des langues, même si ça serait plus pratique, mais pas uniformisation des langues, parce qu'une perte de la diversité culturelle. Après, il y a eu aussi beaucoup cette notion, mais moi, je me sens citoyen du monde. Pourquoi est-ce qu'on vient me mettre des frontières en plus de celles dans lesquelles j'ai grandi, celles de l'État français, Mais ça, je pense que ça renvoie au fait que le monde, on l'appréhende, on voit bien, et puis on l'appréhende de plus en plus au travers des médias, au travers des grands enjeux planétaires, qu'ils soient environnementaux, humains, sociétaux, etc. Parce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir parler de citoyenneté européenne d'un côté et puis promouvoir la mondialisation de l'autre? Alors, ça renvoie à une autre question. Est-ce que l'Europe est un espace de libre-échange, ou est-ce que c'est une zone de libre-échange qui a été construite pour se protéger du reste du monde? Mais ça, est-ce qu'on en a une vision simplement économique, ou est-ce que vraiment l'Europe, est-ce que c'est un pas de plus vers la mondialisation, ou est-ce que c'est un pas de plus vers la régionalisation et donc la construction d'espaces régionalisés? Je dirais, c'est pas. On va en rediscuter forcément. Ce sont ces questions fil rouge que l'on va retrouver tout au long de cette année. Mais on ne peut pas faire une première émission sans écouter l'hymne européen, Philippe, s'il te plaît. L'hymne à la joie, symboliquement, c'est quand même... c'est l'hymne européen, oui. Voilà. Donc, effectivement, dans cette citoyenneté, comme dans toute nation, l'Europe n'est pas une nation, mais comme toujours essayer de se construire des symboles pour que, effectivement, créer cette unité. Donc, un drapeau, un hymne, une monnaie, ça fait partie des choses qui fondent, qui peuvent créer le sentiment d'avoir quelque chose en commun à partager, et donc faire naître peut-être un sentiment de citoyenneté. Voilà. Là, de ce que l'on peut constater du Café Débat, ça n'a pas encore tout à fait fonctionné. Si tu veux bien, on va faire parler d'exemples concrets de ce que fait l'Europe au quotidien. En fait, comment l'Europe est dans notre quotidien, sans que l'on en ait véritablement conscience, avec peut-être quelques exemples. Oui, donc on a parlé pendant ce Café Débat, on a pris l'exemple par exemple de la consommation. En quoi l'Europe intervient dans notre consommation? Il y a d'abord les normes, ça c'est sûr, qu'on connaît tous, sur les jouets. Qu'on vit globalement de façon négative, pourtant. Alors qu'on vit de façon négative, pas toujours. Quand on a une norme européenne sur les jouets de ses enfants qu'on va acheter à Noël et qui nous garantit que les yeux ne vont pas s'arracher et que l'enfant va pas l'avaler, on est content de la trouver, la norme européenne. Après, on la vit effectivement comme étant une diminution de notre espace de liberté pour certaines fois, mais c'est aussi une protection du consommateur. Donc en fait, ça dépend de quel côté en fait on se trouve au moment où
parle de cette norme. Il y a quelque chose aussi qu'on critique souvent, quoi. Il y a on entend beaucoup dire l'Union européenne, effectivement, c'est la libre concurrence. C'est vrai, c'est la concurrence libre et non faussée. Et c'est vrai que ça peut avoir des côtés négatifs. Ça induit quand même une idéologie économique, voilà. Tout à fait, mais au quotidien, par exemple, c'est ce qui permet qu'en France, on puisse avoir Free, par exemple, ou qu'on puisse avoir la téléphonie. Avant que l'Union européenne n'intervienne, les grands groupes, les grandes sociétés de téléphonie, les historiques, on va dire, passaient des ententes. Elles ont été plusieurs fois condamnées par l'Union européenne à verser des millions de dommages, d'amendes, parce qu'elles passaient des ententes illicites sur le dos des consommateurs. Et que donc, si on voit baisser le prix de la téléphonie, parce qu'on dit non, mon abonnement baisse pas, mais c'est qu'on y rajoute toujours plus de services, Internet, la télé, etc., oui, etc. Là, on est victime du marketing. Voilà. Mais l'abonnement sur combien coûte une minute de consommation ou d'envoyer un SMS, l'Europe empêche les grandes entreprises de faire des ententes sur le dos du consommateur. Le prix du SMS, c'est quelque chose d'assez parlant. Je crois que ça a été divisé par 2,5 en l'espace de 3 ans. Oui, le prix du SMS, il a été divisé, oui, par plus de 2,5 en l'espace de 3 ans, donc sous l'impulsion effectivement de cette concurrence libre et non faussée qui a aussi des côtés dévastateurs. Qui induit, bien sûr. Voilà. Mais pour la consommation, voilà des exemples. Quelque chose qui a été beaucoup cité, c'est l'environnement aussi, qui était quelque chose de très proche en tout cas d'identifier par les personnes présentes comme quelque chose de positif. Alors, l'Europe s'occupe de l'environnement au travers de l'eau, de la qualité de l'eau. Et là, on fait partie. Certaines régions de France font partie. Pour le coup, on est en dessous de la moyenne de la norme européenne, et on nous met des sanctions, ou on nous menace de sanctions. Les normes françaises sont inférieures aux normes européennes. Non, mais la qualité de l'eau dans certaines régions de France, comme en Bretagne, commence à poser problème. Et il y a donc des reprises, des mises en garde de l'Union européenne qui peuvent aller jusqu'à des sanctions, qui peuvent aller jusqu'à des astreintes, oui, pour quand il y a vraiment une pollution grave sur l'eau. Et puis l'Europe, c'est aussi la gestion des déchets, et c'est parce qu'il y a des directives européennes très très strictes que tout doucement on est amené à réutiliser, reconditionner, réutiliser, recycler, revaloriser les matières, chose qu'on n'était pas spontanément enclin à faire. Donc là, c'est les directives européennes. Parler de l'environnement, ça permet de poser un des principes, essentiels pour comprendre le fonctionnement de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ouais, ça c'est un terme technocrate. Alors pile poil, c'est juste ce qu'il faut dire pour qu'on comprenne pas. Pour qu'on comprenne pas. Alors on va prendre un exemple sur. En fait, c'est l'Europe a pour principe, au travers de ce principe de subsidiarité, de traiter les problèmes au plus proche des habitants et des citoyens. Si une pollution concerne le fleuve Var, le Var ne coule que dans les Alpes-Maritimes, donc ça va concerner le département des Alpes-Maritimes. Et si la pollution est grave et qu'elle atteint la mer, etc., ça va concerner les pays, donc l'Italie, la France, qui sont les pays qui vont subir immédiatement les conséquences. Par contre, si une pollution concerne un fleuve qui traverse plusieurs régions, comme la Seine par exemple. Disons la Seine. Voilà. Et bien alors là, c'est plusieurs régions qui vont devoir s'entendre ensemble pour gérer le problème, qui sont concernées par le problème. Et la décision politique doit être prise à ce niveau-là pour l'Europe. Et puis si c'est un autre fleuve, le Rhin, par exemple, qui est pollué, et là c'est plusieurs pays. Alors là, c'est l'Union européenne dans son ensemble qui va devoir gérer le problème. Mais l'Union européenne va pas venir intervenir sur une pollution du Var. Elle, par contre, l'Union européenne met des normes minimales. C'est toujours des normes minimales, l'Union européenne, que ça soit dans le droit du travail ou des normes minimales qui sont progressivement montées pour ce qui concerne l'environnement. Oui, une norme minimale, ça veut dire que quand on est en dessous, en définitive, on se sent mieux puisque on gagne en qualité. Voilà, on pollue moins que ce qui est autorisé, donc on est encouragé à continuer puisque les normes de toute façon vont abaisser les taux de polluants. Quand on est au-dessus, c'est là où on peut avoir donc des mises en garde, puis ensuite des sanctions éventuelles
et qui peuvent aller sous forme de jusqu'à des astreintes journalières ou mensuelles pour remise en état de... Mais par exemple, concernant le droit du travail, si on est en dessous de la norme, la législation nationale va pousser vers le haut. Vers le haut. On doit la tirer vers le haut, on doit la tirer vers le haut. Mais quand la législation nationale est au-dessus de cette norme minimale européenne, il se passe quoi? Il se passe que le pays est tout à fait libre de le garder. Après, là, c'est ce qui était intéressant dans ce café débat aussi, c'est de bien faire la différence entre ce que demande l'Europe. Les directives européennes ne sont pas des lois, ce sont des directives. Elles sont ensuite traduites dans le droit de chaque État par les parlementaires de chaque État. Tu veux dire que lorsque dans un pays une législation, continuant sur le droit du travail, est au-dessus de la directive européenne, elle peut y rester. Donc c'est une décision nationale qui fait qu'éventuellement on la diminue. Et c'est ce que font les pays européens parce qu'ils se livrent un jeu de concurrence derrière cette idée de collaboration, de coopération entre les pays européens. En fait, ils se livrent à une concurrence interne à l'Europe, du dumping social. Et c'est ce jeu de non-coopération qui les amène pour attirer les firmes multinationales sur leur territoire à diminuer la protection sociale. Mais ce n'est pas une demande de l'Europe. L'Europe pose des normes minimales à respecter. Elle ne pose pas ces normes comme devant être atteintes par tout le monde. Tout le monde doit atteindre au minimum ce niveau-là. Mais rien n'empêcherait l'Europe, si c'était une décision politique choisie, de choisir d'aller essayer de s'aligner vers les pays qui sont le mieux-disant sociaux, comme on dit. C'est-à-dire qui offrent le plus de protection. Donc il faut pas confondre ce que l'Europe demande au travers de ses directives et la manière dont le droit, comment c'est traduit dans le droit des pays. Sauf que c'est vrai que souvent, en France, on nous présente des décisions qui sont prises comme étant des obligations imposées par l'Europe. D'où peut-être cette image troublée. Image troublée, oui, parce que effectivement, c'est différent. Les directives, c'est pas des lois. Après, elles doivent être adaptées aux droits de chaque pays. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir. Un autre exemple peut-être sur les transports, parce que ça nous touche aussi tous les jours. Oui, donc l'Union européenne va intervenir à chaque fois qu'un transport est intermodal, c'est-à-dire qu'il permet un endroit où on va pouvoir interconnecter, où seront interconnectés plusieurs types de réseaux, un train, un bus, un tramway, voilà. Donc typiquement, une station de vélo, Vélib, tout ce que. Donc typiquement, le pôle intermodal de Grasse, qui a été inauguré l'année dernière, il y a eu un financement européen au titre des fonds qu'on appelle donc de développement des régions, les fonds FEDER, pour le développement à peu près équitable des régions. Donc voilà, de la même manière, quelque chose qu'on vit au quotidien, le port de la ceinture obligatoire dans les voitures, ceinture dans les transports et dans les bus, par exemple aussi. Ça c'est une norme de protection européenne. Voilà. Donc ça c'est au quotidien. L'Europe intervient énormément sur la santé aussi. Pareil sur les paquets de tabac, les logos fumez-tu, etc. Ça c'est l'Union européenne qui a harmonisé. Et ça va être les mêmes. Bien sûr, ça va être traduit dans les différentes langues, mais ça va être les mêmes pictogrammes, les mêmes choses sur partout pour les citoyens européens. On a cité aussi le numéro d'urgence. Alors ça, moi j'ai appris quelque chose là. Oui, c'est-à-dire que quand on est dans l'urgence, savoir dans quel pays on est et quel est le numéro pour appeler les pompiers et tout ça, c'est compliqué. Et donc il y a un numéro européen. On le fait partout en Europe et on tombe sur les services de secours du pays. C'est le 112. C'est le 112. Bien, on aura l'occasion de revenir sur ces différents exemples concrets au fur et à mesure de nos émissions. Il nous reste à remercier Agora Côte d'Azur et vous rappeler donc que Evaleco anime tout au long de cette année des cafés débats autour de la citoyenneté européenne. Merci. Bonne soirée à toutes et tous.